Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Les événements décrits dans ce livre ne sont pas des fruits d'une imagination débordante. Ils sont rigoureusement authentiques, comme l'attestent les pièces judiciaires et médicales jointes en annexe. Ce récit constitue un témoignage inédit d'un drame souvent vécu dans notre société mais méconnu du grand public. Jusque-là, l'on stigmatise les méfaits de l'excision, les dangers du mariage précoce et forcé, mais l'on ne parle guère, coutume oblige, de la solitude dans le ménage, des tentatives d'assassinat de l'épouse trop fidèle, dans des conditions dignes des meilleurs films d'épouvante, ainsi que d'autres crimes aussi parfaits les uns que les autres perpétrés dans l'intimité de la chambre conjugale. Ce livre va vous surprendre, vous captiver et vous bouleverser, vous horrifier et vous charmer, car pour une fois la réalité va dépasser la fiction. Pourtant les faits qu'il relate se sont effectivement produits, et tenez-vous bien, se produisent beaucoup plus fréquemment que l'on y croit, à l'insu de la vigilance des parents et organismes de défense des droits humains. De telles horreurs ne sont pas que l'apanage d'une Europe décadente, en perte de repères et d'humanisme. Elles sont aussi le fait de l'Afrique, pays rempli de soleil, de chaleur et de couleurs, pays plein de joie, d'amour et de soleil. Comme le chantait le poète de la négro-renaissance. La solidarité africaine, l'humanisme africain est décidément un mythe absurde, allez-vous vous exclamer après la lecture de ce livre. Faites un tour au CHU de Donka ou dans d'autres structures sanitaires, vous y retrouverez peut-être les traces d'une certaine Madame B, épouse d'un certain docteur Folamour. Était-elle folle ou fut-elle rendue folle par de fortes doses de neuroleptiques? Dans quel village continue-t-elle de purger son délicieux cauchemar psychédélique, loin de toute indiscrétion? Pourtant ce n'est pas le seul cas, loin s'en faut. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? Ce livre nous présente l'un de ces cas. Il n'est pas parfait car n'étant pas écrit par une femme de lettres. Son auteur, plutôt cordon bleu, experte en cuisine africaine et européenne et spécialiste en broderie asiatique, manipule plus facilement l'aiguille et la poêle à frire que la plume. Pourtant, elle sait rassembler ses souvenirs et trouver le mot qui émeut et fait basculer dans l'ineffable et l'inénarrable. Puisse cet ouvrage contribuer à la prise de conscience et à la lutte contre cet autre fléau social qui handicape, dans le silence de la tradition, la vie de nos consoeurs. Bonne traversée. Boubacar Diallo. Chapitre 1. Nous étions le 1er janvier 1973 à Conakry. La brise marine commençait à souffler, c'était la fin de la journée. Le coucher de soleil était éblouissant. Après un réveillon merveilleux à la paillote, j'avais fait une grasse matinée avant d'aller souhaiter la bonne année à ma cousine et à sa famille domiciliée à Madina Marché. Après un premier et un second virage, tous les membres de la famille étaient là, visibles devant la terrasse de leur domicile où ils étaient assis, en demi-cercle, sur des chaises en bois. À quelques mètres, j'entendis mon beau-frère me taquiner. Il faut dire que c'était un humoriste parfait, toujours de bonne humeur. Il y avait là, le couple Diawara, 2 autres cousines et un inconnu. J'avais fait la bise à tout le monde, sauf bien entendu, à l'étranger. « Et moi » dit celui-ci. « Je ne vous connais pas, monsieur. » Il s'était levé, et m'avait embrassé sans me demander mon autorisation. Je trouvais qu'il avait une mauvaise éducation, mais mon beau-frère dit « C'est une jeune fille très complexée, j'ai tout fait mais sans succès. » « Je ne vais pas te répondre aujourd'hui, rétorquai-je. Ma cousine lui dit de me laisser en paix. Pour une fois, mes 2 autres cousines s'étaient jointes à moi pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Ce fut une belle vengeance. Au crépuscule, je pris congé. Pour finir, je fus présenté à M. Barry Sékou Oumar, guinéen d'origine, malien de naissance et venant de la France où il faisait des études de médecine. Voici ma belle-sœur Kadiatou Baldé, mais fais attention à elle, c'est une grande séductrice. Que veux-tu dire par là? Tu le sais bien? Merci, tu es toujours prêt à gâter mon nom. J'avais serré la main à tout le monde, mais à mon grand étonnement l'étranger se leva pour me faire la bise. Intérieurement, je me dis que j'avais affaire à un fou. À 23 ans, j'étais une jeune et jolie fille de teint clair avec des cheveux attachés en chignon qui tombaient sur mon dos. Pour une noire, la longueur de mes cheveux étonnait tout le monde. D'autres pensaient que j'étais métisse. Tout mon problème c'était mon poids.
J'étais obèse et je passais mon temps à faire des régimes sans succès. Le lendemain, je partis à Pharma-Guinée, mon lieu de travail. J'étais une technicienne de labo-pharmacie, et je m'occupais des préparations magistrales de toute la République de Guinée. À ma grande surprise 2 jours après, je vis Néné, ma petite cousine, venir me dire que leur étranger aimerait me rencontrer. « Qu'est-ce que tu dis ? Grande sœur, il veut te voir. » « Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. J'avais oublié ce monsieur. Dis-lui que je n'ai pas de temps. » 20 minutes après, elle était de retour et m'implorait d'aller avec elle car il faisait très chaud. 1 heure après, j'étais au rendez-vous. Heureusement que mon beau-frère était absent. « Pourquoi, tu ne voulais pas venir ? Vous êtes là pour 2 semaines, n'est-ce pas ? » Oui, je suis venue pour essayer de retrouver mes racines. C'est votre père qui est originaire de la République de Guinée, ou votre mère ou les deux ? C'est mon père. Il vient du village de Fugumba mais comme c'est ma première fois de venir ici, j'ai été recommandée à ton beau-frère. Monsieur Barry, vous avez tapé à la bonne porte, c'est un homme qui aime rendre service. Je suis sûre qu'il va vous aider, mais vous avez très peu de temps pour résoudre ce problème. Je vous demande donc de m'oublier si vous voulez réussir. Au revoir. Je suis très occupée, ne comptez donc pas sur moi. Un petit ami ou un fiancé ? Cela ne vous regarde pas. Je vais vous raccompagner pour connaître votre domicile. N'y pensez pas, monsieur. Mon tuteur est très sévère, je n'ose pas recevoir un homme chez nous. C'était vrai parce que je ne pouvais pas dire qui il était, ni qui étaient ses parents. Le lendemain après le travail, Néné était encore là. Cette fois-ci ce fut sans succès. Je passais une nuit blanche, intriguée, me demandant ce que ce monsieur attendait de moi. Quelle idiote je fais. Il voulait tout ce que les hommes veulent, me mettre dans son lit. Il ne savait pas que d'autres avaient essayé sans succès. J'avais vu le sort de mes copines qui avaient eu des enfants hors mariage. Elles avaient été chassées parfois avec leur mère parce que le problème dans nos familles, c'est que quand l'enfant réussissait, il appartenait à son père et non à sa mère. Quand il échouait, il n'appartenait qu'à sa mère. Mon papa était polygame. Je voyais la souffrance de ma mère avec ses 8 enfants sans compter ceux qui lui étaient confiés pour suivre leurs études, ceux qui étaient là pour des liens de parenté, plus les enfants de la première femme de mon père décédé. Donc, pour moi, il était hors de question de lui infliger d'autres souffrances. La veille de son départ, il me laissa en cadeau 2 de ses photos et 2 flacons de parfum. Il paraît qu'il était venu en personne, déposer le colis. Ce qui voulait dire qu'il connaissait mon domicile. Je ne partis pas à l'aéroport, le jour de son départ. Il paraît qu'il fut très déçu. J'avais tourné cette page de ma vie. Mais 2 semaines plus tard, je reçus de Monsieur Barry en même temps une carte postale et une lettre. Il était admis à l'internat de l'hôpital de Saint-Quentin, dans le nord de la France. Il allait donc commencer sa spécialisation. Il me dit aussi qu'il ne pourrait pas revenir en Afrique, avant 2 ans. Je n'avais pas répondu, mais il continua à m'envoyer des lettres à raison d'1 par semaine. Je recevais aussi des lettres de mon fiancé, qui se trouvait à l'intérieur du pays. De toutes les façons, je préférais mon cousin à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'adorais le cinéma. J'allais en matinée comme en soirée. En plus de cela, les copines de l'abbé, ma ville natale, étaient nombreuses à Conakry. Nous nous rendions visite à chaque fois que nous avions le temps. Un jour, je reçus une lettre de mon cousin me disant qu'il avait appris que je sortais beaucoup et que pour me punir, il ne viendrait pas pendant les vacances. Il ajouta qu'il connaissait mes copains. C'était sérieux et ce fut une déception, sachant que je me réservais pour lui. J'avais des camarades, garçons comme filles, mais pas de petit ami. Je dis à son ami qui envoya la lettre, que moi aussi je connaissais sa copine. Je n'hésitais pas à dire qu'elle s'appelait Fanta, un prénom. Ce prénom était fréquent chez les Malinqués. Baldé sursauta me demandant qui me l'avait dit. C'était un pur hasard et j'étais tombé à pic. Finalement, il eut des remords et il vint. Pour moi, c'était trop tard. Je ne pouvais pas me marier à un homme qui pour un oui ou un non pouvait douter de moi. Il repartit sans que ça ne s'arrange entre nous. Il m'envoya plusieurs lettres qui restèrent sans suite. Un jour,
Il débarqua chez moi pour me dire qu'il avait obtenu une bourse d'études, mais qu'il ne savait pas s'il pourrait m'épouser et me laisser ici toute seule. Ça allait de mal en pis. Comme tu n'as pas confiance en moi, vas-y, mais je ne t'attendrai pas. C'est comme ça que tu parles? Bien sûr. Si je trouve quelqu'un, je me marierai et toi aussi à ton retour, tu trouveras une autre. Finalement, il n'avait pas obtenu sa bourse d'études et il m'avait perdu. C'est à partir de là que mon cœur commença à virer vers Dr Barry, qui m'avait déjà demandé en mariage. J'avais 24 ans. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre plus longtemps. Comme on dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. J'envoyai tout de suite une lettre en France pour dire que j'étais d'accord pour qu'on se marie, après en avoir parlé à mes parents. Mon père m'avait dit qu'il accepterait que je me marie avec n'importe quel homme d'une bonne éducation, honnête et qui avait un métier fixe pourvu que je ne lui fasse pas honte. L'étranger me demanda d'envoyer des photos à sa famille, à Caille en République du Mali. Ce qui fut fait, et la réponse de sa mère fut immédiate. Ma fille, je suis contente que mon fils retourne vers ses origines pour choisir une épouse. J'espère qu'il sera à la hauteur de la confiance que tes parents ont bien voulu lui accorder. Son père est décédé depuis longtemps, cependant sa grande sœur Rougui, son grand frère Abdourahman, sa petite sœur Djenaba et moi, nous veillerons sur toi ainsi que tout le reste de la famille. Nous allons écrire à tes parents, pour les rassurer. Les correspondances entre nous devinrent de plus en plus intenses. La date du mariage fut fixée au mois de juillet 1975. Je partis voir mes parents à la baie, pour qu'on commence les préparatifs étant donné qu'ils n'avaient pas de famille en Guinée. Il devait venir avec sa grande sœur et d'autres personnes. Naturellement, c'était mon beau-frère qui allait être leur tuteur. C'est lui qui allait leur montrer le chemin à suivre en ce qui concerne la cérémonie religieuse. Pour la cérémonie civile, je partis dans une mairie de la place, à Conakry. Ils me dirent tout de suite que les mariages avec les étrangers se faisaient au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a remarqué que ces femmes sont souvent maltraitées et même tuées, une fois dans leur pays d'accueil. C'est vraiment arrivé? Oui, mademoiselle Baldé. Nous avons reçu le corps nu d'une dame dans un cercueil. Elle s'était mariée à un blanc. Notre président a donc pris cette décision pour la sécurité de ces femmes, une fois à l'extérieur. C'était un calvaire pour moi qui ne connaissais pas le chemin des ministères. Je ne m'étais jamais hasardé à aller chercher un bon d'achat dans les magasins de l'État, pour éviter les hommes qui profitaient de ces occasions afin de faire la cour aux filles. Il ne me restait plus qu'à attendre l'arrivée de l'étranger, pour voir ce que lui, il pouvait faire. Chapitre 2. Le jour J arriva. Dr Barry sortit le premier de pavillon. Mon beau-frère avec un sourire moqueur, me dit « Il est là ?» Tu tremblais de peur depuis l'atterrissage de l'avion. Je n'avais pas le temps de répondre. Il déposa son passeport, et sans attendre les formalités, sauta la chaîne qui nous séparait pour venir me soulever et m'embrasser. Tout le monde avait les yeux tournés vers nous, ébahis car c'était quelque chose d'inhabituel. Dire que nous étions dans un pays à majorité musulmane. Par bonheur, tout finit par s'arranger. Notre voisin et ami qui travaillait à l'abattoir connaissait le capitaine Siaka Touré, le neveu du président Ahmed Sékou Touré, pour être chargé de servir la viande à tous les ministres et autres personnalités. Il chercha donc un rendez-vous pour nous, au camp Boireau. Mon fiancé n'avait que 2 semaines, et on venait d'entamer la seconde sans résultat. Nous arrivâmes ce jour-là, au camp, aux environs de 18 heures. Capitaine Siaka Touré nous écouta après les salutations d'usage et les présentations. La réponse à notre demande ne se fit pas attendre. Ma femme est une Peul de Caille. Quand je suis partie pour notre mariage, j'ai été aidée par les Maliens, donc j'ai une dette envers eux. Ma belle-sœur connaissait toute la famille de Madame Touré. Vous voulez vous marier quand? Le plus tôt que possible, répondit Monsieur Barry. Mes vacances sont presque finies, et nous devons aller à la baie pour le mariage religieux. Vous pouvez aller célébrer cette cérémonie en famille, et sans bruit. Il ajouta surtout de ne pas faire de fête, afin d'éviter de réunir du monde. Mon père et ma mère n'étaient pas contents, mais il fallait respecter la volonté des dirigeants pour ne pas avoir d'ennui.
Heureusement que j'avais de l'argent pour financer tous les frais de ce mariage, parce que mon futur mari croyait qu'il pouvait avec un chèque prendre de l'argent dans une banque. Quelques parents, voisins et amis vinrent sceller notre mariage en toute intimité. Le lendemain de bonne heure, nous revînmes à Conakry. Capitaine Siaka Touré avait pu convaincre son oncle, mais la signature devait se faire au ministère des Affaires étrangères après les heures de travail et seulement avec les témoins et quelques membres de la famille. D'ailleurs, par manque de moyens de locomotion, on ne faisait pas la dizaine. La dot officielle était de 500 cilices alors qu'au mariage religieux, quand on lui avait dit que la dot pouvait être une ou des vaches, de l'or ou de l'argent selon les moyens du marié, il avait répondu que je méritais 1 kilo d'or. Nous étions le 28 septembre 1975. Au ministère, une seule personne ne nous attendait. Après la lecture des articles, elle avait posé les questions les plus intéressantes. Monsieur Barry, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Kadiatou Baldé ici présente ? Il avait crié avec force oui, en me soulevant. Mademoiselle Kadiatou Baldé, voulez-vous prendre monsieur Barry pour époux ? J'avais répondu oui timidement. Nous avions signé et les témoins aussi. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Le lendemain, les 3 autres étaient rentrés au Mali. Nous avions attendu un jour de plus pour remercier Siaka Touré et pour récupérer mon passeport. Toute la journée du 29, les gens venaient pour voir ce passeport. Il faut dire que quitter la République de Guinée officiellement à ce moment, sans avoir une bourse d'études ou aller en mission, était presque impossible. Moi-même je n'avais jamais vu de passeport. Nous avions été reçus au domicile du capitaine Siaka Touré vers 20h. Son épouse était présente et contente de parler en bambara et de caille avec mon mari. Nous avions pris congé après qu'il eut fini de nous donner des conseils. Le 30, l'avion d'Air Afrique prit moins de 10 personnes à l'aéroport international de Djebessia, à Conakry. Ce n'était pas mon baptême de l'air. J'avais l'habitude de prendre Air Guinée pour mes déplacements entre Conakry et la baie. Des dizaines de personnes étaient venues m'accompagner. Mon père était présent dans un grand boubou en basin, et les yeux rouges. J'avais du mal à le regarder. Il était triste alors que tout le monde était content pour moi. Quand l'avion atterrit, les formalités étaient déjà remplies, il fallut s'embarquer immédiatement. Je ne savais pas combien de personnes étaient descendues, car les larmes emplissaient les yeux de tout le monde. Je ne pus m'empêcher d'éclater en sanglots, quand mon père commença à me faire des bénédictions. Je pleurais jusqu'à Bamako dans les bras de mon mari, qui n'arrêtait pas de me dire « Calme-toi, je ferai tout pour te rendre heureuse et puis nous allons revenir dès que possible. » Mon mari m'avait dit de ne prendre que 3 tenues, parce que je n'en aurais pas besoin en France. J'avais quand même pris 5 par mesure de sécurité. À Caille, la famille de mon mari m'offrit plusieurs pagnes. Je fus bien accueilli par ma belle-mère ainsi que par les autres membres de la famille, les voisins et les voisines ainsi que les amis, comme le voulait la coutume en Afrique noire. C'était difficile parce que je ne comprenais pas le bambara, mais ma belle-mère qui était peul parlait bien notre langue. Nous restâmes 3 jours avant de repartir sur Bamako et nous embarquer à destination de la France. C'était la première fois que je prenais le train. D'ailleurs on n'avait pas le choix car il n'y avait ni route ni aéroport, entre Bamako et Caille. Je regardais cette terre aride, et me disais que je ne pourrais jamais y vivre. Il faisait tellement chaud, qu'on avait envie de se déshabiller. Les amis de mon mari étaient au pouvoir. Ils m'offrirent un billet d'Air Mali pour la France. Ce fut leur cadeau de mariage. Le jour du départ arriva. J'étais de plus en plus stressée à l'idée de quitter mon Afrique, mon milieu naturel pour aller chez les Blancs, surtout à l'internat de l'hôpital de Saint-Quentin, où d'après mon mari, il était le seul noir. À l'aéroport de Roissy, son ami nous attendait pour nous conduire à Saint-Quentin. Nous rentrâmes à l'hôpital vers 20h. Son ami repartit immédiatement à Paris. Sa chambre se trouvait juste après la salle à manger des internes. Nous prîmes un bain ensemble. J'avais déjà vu tout ça dans les films, donc je n'étais pas tellement impressionnée. Nous partîmes dîner, et il me présenta aux quelques internes présents. « Chérie, c'est dimanche aujourd'hui, tu verras les autres demain. » Ce fut fait le matin, au petit déjeuner.
Ils me souhaitèrent tous la bienvenue. À part les merci, je n'avais pas placé de mots. Il me fit la bise pour aller au travail. Il se spécialisait en chirurgie. Je me retrouvai toute seule avec sa petite fille. Après 1 heure de temps, mes larmes commencèrent à couler. « Maman, pourquoi tu pleures ?»« Rien. » Plus les mois s'accumulaient, plus je m'ennuyais. Le matin, j'accompagnais Rougui à l'école. J'allais la chercher à 11 heures pour la reconduire l'après-midi. Il y avait les femmes de ménage pour s'occuper de notre chambre, et les repas arrivaient déjà préparés. Pour ainsi dire, je n'avais rien à faire sauf m'asseoir du matin au soir. C'était devenu insoutenable. Je ne voulais plus que retourner chez moi, retrouver l'ambiance des Guinéens. Mon travail et ma famille me manquaient énormément. J'étais venue avec des pilules pour ne pas faire d'enfants, en attendant de voir si nous allions nous entendre. Quand il les a vus, il me demanda des explications. Ce qui fut fait. Je suis d'accord, mais je t'en donnerai de meilleures quand tu finiras cette plaquette. Il m'entourait de beaucoup d'amour et de belles paroles. Si au début c'était suffisant, quelques mois après, ça devenait énervant. Une nuit je lui parlais. Je me couchais et je tournais le dos. Tu es fâché ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es malade ? Non, je veux travailler ou reprendre mes études. Je n'en peux plus. J'avais perdu beaucoup de kilos, grâce à un régime. Écoute chérie, je me suis mariée pour fonder une famille. Je veux des enfants et si tu travailles ou reprends les études, en tant qu'interne, je ne pourrai pas engager de nourrice. Tu comprends ? Non ? En Afrique on peut faire les deux et pourquoi pas ici ? Ici, si tu as un enfant et que tu n'as pas de maman, de cousine, de sœur ou de bonne, personne ne s'occupera de ton enfant. Si nous prenons une nourrice, ton salaire ne suffira pas pour la payer, et tu ne verras ton enfant que les week-ends. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé, avant notre mariage ? Ça allait changer quelque chose ? Peut-être que non, parce que je ne savais pas que la vie communautaire n'existait pas ici. On n'y était pas entouré, comme en Afrique. Je t'aime bien mais le mode de vie d'ici n'est pas agréable. Je reste toute la journée sans avoir quelqu'un avec qui bavarder, et sans sortir à cause du mauvais temps. Je suis la seule à ne pas travailler à l'internat. Je m'ennuie à mort. C'est très difficile, j'ai toujours vécu dans de grandes familles, à l'intérieur desquelles il n'y a jamais moins de 20 personnes. Je pense tous les jours à tous ceux qui auraient pu venir me voir à Pharma-Guinée, dans le cadre de mon travail. Il n'était pas facile d'avoir des médicaments. Je ne pouvais pas le décevoir en disant que je n'aurais pas dû me marier avec lui, parce que mes parents m'avaient mise à l'école, afin que je puisse avoir mon propre argent sans avoir à tendre la main tous les jours. Tu sais chérie, ce que je gagnerai sera à nous deux. Et si tu m'abandonnes un jour ? Je t'aime et j'ai laissé toutes les filles de la France, du Mali et de la Guinée pour te choisir. Il n'y aura que la mort pour nous séparer. Pour me rassurer, il sortit son relevé de compte bancaire pour me montrer ce qu'il gagnait, ce qui restait, donc jusqu'où je pouvais dépenser chaque mois. Désormais, je te donnerai ce document. Il déchira toutes les photos sur lesquelles il y avait des femmes. Il ne laissa que celles des membres de sa famille. D'ailleurs, je veux que tu arrêtes de prendre la pilule pour que nous puissions faire notre premier enfant. Je me sentis désarmée et j'acceptai en sanglotant, serré contre sa poitrine. J'avais reçu comme éducation, l'obéissance, la lecture du Coran juste pour connaître quelques versets pour la prière. Quant à l'école française, si je réussissais, tant mieux, sinon c'était le mariage qui m'attendait. Le jour que mon père sut par l'intermédiaire de ma mère que j'avais vu mes règles, il sortit son fusil pour me dire : « Si tu me fais honte, c'est toi un coup et moi un autre. Dans le cas contraire, tu partiras avec ta mère. » Chez nous, les mères étaient responsables de toutes les bêtises de leurs enfants. C'est pourquoi nos mères ne pouvaient être heureuses que lorsque tous leurs enfants devenaient adultes. Dans la plupart des familles, les enfants se cachaient pour venir en aide à leur mère. C'était un véritable calvaire. Nous avions la chance que les femmes de mon père habitaient séparément. Mon père était maçon. De ce fait, il avait pu construire une maison pour chacune de ses femmes et remettait à chacune d'elles sa dépense selon le nombre de personnes dont elle avait la charge. Grâce à tout cela, les tensions furent très réduites dans la famille. La jeune fille était préparée aux travaux ménagers,
tandis que les garçons en dehors de leurs études coraniques et françaises n'avaient rien à faire. Ils pouvaient sortir quand ils voulaient, et aller n'importe où. Aux filles, étaient réservées les injures et les bastonnades. En cas d'absence de leur part, le père s'en prenait à la mère et celle-ci à sa fille. À Saint-Quentin, je n'avais pas vu un seul noir, à plus forte raison une famille d'Africains pour me consoler. Une fois par mois, nous allions dans la région parisienne pour rendre visite à nos parents et amis. De mon côté, j'avais une tante à Champigny et un oncle à Reims. Du côté de mon mari, il y avait les Maliens, en particulier ceux de Caille. À l'internat, les mariés avaient droit à une chambre, un salon, une salle de bain et une cuisine. Comme il n'y avait pas d'appartement libre à l'intérieur de l'hôpital, on nous en avait donné un à l'hospice des vieillards, à Cordier. C'était une vieille bâtisse. Je prenais mon petit déjeuner sur place et le déjeuner et dîner, à l'internat. Parfois je restais pour regarder la télévision, ma seule distraction depuis mon arrivée en France. Les douches étaient au sous-sol. Même là-bas je ne rencontrais personne. Jusqu'au retour de mon mari du travail, je vivais dans la solitude et quand il était de garde, je pleurais sans arrêt. Il faut dire que c'était la pire des choses qui puissent arriver à une Guinéenne venant d'un pays dans lequel la solitude n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone en dehors de ceux des bureaux et des domiciles de quelques privilégiés, pour dire que je pouvais espérer entendre la voix d'un des miens. Les lettres mettaient 3 à 6 mois avant d'arriver à destination. Heureusement pour moi que nous étions revenus au sein de l'hôpital, dès qu'un appartement fut libéré, juste à côté de la salle de télé. À l'entrée, il y avait une table de ping-pong. J'essayais de jouer de temps en temps, mais ce n'était pas facile. Il faut dire que je n'arrivais pas du tout à récupérer 2 balles de suite. D'ailleurs, je préférais prendre mon ouvrage et faire la broderie à la main que je pratiquais depuis le collège avec une Libanaise dont c'était le métier. J'avais obtenu le premier prix, lors d'une foire qui s'était tenue dans la capitale de la Moyenne Guinée. Pour la petite histoire, le jour suivant, pendant la récréation, tous les élèves étaient devant ma classe pour partager la somme reçue à la montée des couleurs, le matin. Comme je n'avais aucune chance de m'en sortir, j'avais jeté l'argent de tous les côtés. Chacun avait ramassé le nombre de billets qu'il avait pu. Ce jour-là, les vendeuses firent de bonnes recettes. Il ne restait plus rien à vendre à la fin de la récréation. Nous étions au 7e mois de notre arrivée à Saint-Quentin, quand je tombais enceinte de mon premier enfant. Mon mari était heureux. Je commençais à vomir. C'était comme s'il y avait un corps étranger dans mon ventre que je ne pouvais pas supporter. Quand je prenais un médicament pour ne pas vomir, je tombais malade. « Prends ton médicament », me disait mon mari. « Non, plutôt mourir. »« Je te préviens, tu ne tiendras pas les 9 mois comme ça. »« Arrête, je souffre plus quand je prends un médicament. » C'est psychologique. Tu avais simplement l'habitude de voir les femmes vomir. Ce n'est pas vrai. Chez nous, tant que tu n'étais pas marié, tu ne pouvais pas faire partie du monde des adultes. Donc je ne pouvais pas être influencée par ces choses-là. Si mes parents étaient là, ils auraient trouvé une solution pour moi sans m'engueuler. Je me mis à pleurer à chaudes larmes tout en lui disant qu'il ne m'aimait pas, et qu'il vaudrait mieux qu'il me ramène chez moi. Il essaya de me calmer, tout en promettant de ne plus m'engueuler et de ne pas me faire hospitaliser. Je rendais tout ce que je mangeais. Je demandais des repas africains, mais ça ne changeait en rien à mes vomissements. On allait de moins en moins, à Paris. Chapitre 3. Une nuit, je perdis la poche des os dans mon sommeil. Je me réveillais en sursaut, pour dire à mon mari que j'avais uriné dans le lit. Il fit un sourire et me dit : « Non, tu vas avoir ton bébé. » Je n'avais que 8 mois et demi. Mais j'étais contente d'en finir. J'avais fait un régime pour maigrir, mais si j'avais su que la grossesse allait me faire tant de poids, je ne me serais pas fatiguée. L'ambulance vint me chercher, bien qu'on habitât à l'intérieur de l'hôpital. Je vomis même sur la table d'accouchement. Après quelques heures de travail, on se rendit compte que le bébé ne voulait pas venir. Les bruits de son cœur commençaient à ralentir. J'entendis le gynécologue dire : « Il faut l'endormir vite, les bruits du cœur du bébé commencent à ralentir. » Mon mari dit : « Sauvez la mère, elle pourra avoir d'autres enfants après. » À mon réveil,
J'étais seule dans la chambre et comme je ne voyais pas de berceau, je me dis que mon bébé était mort. Le petit déjeuner arriva dans un plateau, mais je n'avais pas faim. On fit appel à la sage-femme qui essaya de me parler, mais sans succès. Mon mari qui était au bloc opératoire, mit un peu du temps avant de venir. Il se précipita vers moi, et m'embrassa en me serrant dans ses bras. « Pourquoi n'es-tu pas venu me dire que j'ai perdu mon bébé ? Tu pouvais attendre mon réveil, c'était la moindre des choses comme je n'ai aucun autre parent près de moi. » J'étais crispée et je me disais que chez moi dans un cas pareil, les parents, amis et voisins seraient auprès de moi. J'avais les larmes aux yeux. Il s'était levé et pour toute réponse, ouvrit une porte qui donnait dans ma chambre. Il tira le rideau qui était derrière la vitrine et me dit « Voilà ton bébé, et il est bien vivant. » Je partis immédiatement le voir. Pourquoi est-il blessé et pourquoi est-il dans une couveuse ? C'est un garçon ou une fille ? C'est un garçon. Il avait la température basse, mais c'est normal pour un petit Africain qui vient au monde, le 4 novembre 1976 en plein hiver. Il avait le cordon ombilical autour du cou, donc il fallut utiliser le forceps. C'est pourquoi il est blessé. Mais sa tête est de travers. Il va récupérer petit à petit. Et s'il devient handicapé ? Sa tête était tellement tordue qu'une oreille était complètement décollée. Tu te fais du souci pour rien, il est tout à fait normal. Je ne pouvais pas le prendre dans mes bras immédiatement, mais il fallait l'accepter. Un peu réconfortée, je pris mon petit déjeuner et mon mari repartit car le travail l'attendait. Je me retrouvais seule à penser à l'Afrique, et à toutes les personnes qui seraient autour de moi ainsi qu'à l'ambiance entre les grands-pères qui m'auraient traité d'ingrate parce qu'au lieu de leur apporter une épouse, j'aurais envoyé un vilain rival et les grands-mères qui leur emboîteraient les pas de danse pour avoir eu un mari qu'elles se disputeraient toujours entre elles. C'était une véritable comédie qui se jouait quand un enfant venait au monde chez nous, les Peuls. On demandait même aux parents de rembourser des dettes, selon que ce soit une fille ou un garçon. Il était aussi de coutume chez nous, que les parents, amis et voisins envoient à la nourrice de bons repas. Je demandais à mon mari une soupe au poulet. Je pensais aux arômes spéciaux de plantes qu'on mettait là-dedans. Mon mari, qui était un mauvais cuisinier, fit bouillir un poulet et oublia de mettre du sel, à plus forte raison des oignons, de l'ail, du poivre et un bouquet garni, etc. Ce n'était pas mangeable. Il repartit avec à la maison, et il en fit sa soupe. L'hôpital m'avait installé une plaque sur ma demande, à défaut d'une cuisinière pour pouvoir me faire des repas africains de temps en temps. Gisèle, la marraine de mon fils, avait envoyé un nounours à mon fils. Cette peluche finit ses jours en Guinée, avec les enfants de ma sœur. Il paraît qu'ils furent accommodés à plusieurs reprises. Je reçus aussi quelques cadeaux de certains internes. Le directeur de l'hôpital me fit le plaisir de me rendre visite. Quelques jours plus tard, mon oncle Anne Sékou vint me voir avec des cadeaux puis ce fut le tour de Fofana, le meilleur ami malien de mon mari. Il y avait 2 internes avec nous. Un Zaïrois et un Guinéen du nom de Ba Mamadou. Ce sont les 2 qui firent le baptême de notre bébé. On avait fait la connaissance d'un professeur guinéen du nom de Al-Wali, lui aussi était présent. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour, le baptême de mon enfant allait se faire par 5 personnes et dans un petit appartement à l'hôpital de Saint-Quentin sans tuer de moutons, ni réunir plusieurs dizaines de personnes pour faire la fête. J'avais un oncle avocat à Reims. Sur les conseils de tonton Anne Sékou, nous partîmes lui rendre visite. Sa femme était française et directrice d'une école à Désy-le-Gros, son village natal. De Saint-Quentin on pouvait faire l'aller-retour ou partir y passer le week-end. Il avait aidé mon mari à avoir la nationalité française. Nous fîmes tous les 2 les analyses médicales. Un jour nous nous rendîmes à un commissariat de police de Saint-Quentin. On lui remit un passeport français, et moi on me mit un cachet qui mentionnait visa définitif de séjour en France. Une fois, je lui demandai pourquoi je n'avais pas eu droit à un passeport français comme lui. Quand ton mari est français, tu es automatiquement française, m'expliqua-t-il. Je ne pouvais pour rien au monde penser à un début de trahison de sa part. Je crus à ce qu'il me disait sans le moindre doute. De toutes les façons,
Je ne connaissais pas les lois françaises et je n'avais pas eu la présence d'esprit de poser la question à mon oncle, comme je ne doutais pas de la véracité de la parole de mon mari. Il me dit que la demande avait été introduite selon une loi qui disait qu'il était né pendant la colonisation, donc qu'il était né français. Je me dis tout de suite que c'était la même situation que la mienne, donc il n'y aurait pas de problème. Mon mari avait choisi un sujet de mémoire sur une maladie qui faisait des ravages au Mali. Il travaillait sur ce sujet, et il allait 2 fois par semaine à Amiens y suivre des cours pour le doctorat en chirurgie. Notre fils Boubacar, lui et moi, nous étions partis à Paris, le jour de la présentation de sa thèse devant un jury composé de plusieurs personnes. Ils étaient nombreux, et le plus âgé avait prêté serment. Quand le tour de mon mari arriva, ils dirent qu'il aurait dû aller plus en profondeur. Il fut quand même reçu avec mention. Sur la première page de son mémoire, il avait écrit « À ma mère, à ma femme et à mes enfants. Pourquoi tu n'as pas mis nos noms? Ce n'est rien, tu es ma femme pour la vie et puis on aura d'autres enfants, n'est-ce pas chérie? » C'était le grand amour, donc j'oubliais cette histoire de nationalité et tout le reste. Il était le président de l'internat quand on quittait Saint-Quentin à destination de l'hôpital de Gonesse pour faire fonction d'interne. On avait eu un studio à Pavillon-sous-Bois. C'est la Renault 4 qui fit 2 voyages pour le déménagement. On n'avait que nos affaires personnelles et quelques ustensiles de cuisine et de ménage. J'avais peur à nouveau de la solitude. Heureusement qu'il y avait dans le même immeuble que nous un Sénégalais et son épouse. Cette dernière attendait son premier enfant. Elle était en congé de maternité, et nous commençâmes à passer nos journées ensemble pendant que nos maris étaient au travail. Elle accoucha d'une fille peu de temps après notre arrivée. On lui donna le prénom de Marie. D'autres Sénégalais vinrent se joindre à nous pour faire le baptême. Nous mangeâmes bien et rigolâmes jusqu'au soir. Boubacar commençait à peine à marcher que je tombais de nouveau, enceinte. Quand les vomissements s'intensifièrent, je demandai à mon mari d'interrompre la grossesse. Ne te panique pas, cette fois-ci ce sera juste pour le début. D'habitude ce sont les 3 premiers mois qui sont difficiles. J'espère que tu as raison, sinon je vais mourir. Je commençais à perdre du poids, et le studio devint petit pour moi. Nous trouvâmes un appartement à Clichy-sous-Bois. Je vomis jusqu'à la fin de ma grossesse. J'étais tellement fatiguée que c'est ma voisine Sadia, une Marocaine, qui m'aidait à m'occuper de Boubacar. Je n'arrêtais pas de me dire que ce serait le dernier. Quand on sortait, c'était pour aller à Champigny-sur-Marne pour manger un repas africain que je rendais avant même d'avoir fini de digérer. J'adorais aussi les fromages, mais rien ne restait dans mon ventre. Je fis ma première consultation à l'hôpital de Gonesse, et les autres à l'hôpital de Tenon. De Pavillon-sous-Bois, nous eûmes un appartement à Clichy-sous-Bois. Les 8 mois et demi me firent perdre beaucoup de kilos. Le jour de mon accouchement, mon mari était de garde. C'est l'ambulance qui vint me déposer à l'hôpital de Tenon. Je confiai Boubacar à Sadia. Le travail dura du matin jusqu'au environ de 20 heures. La salle était remplie d'hommes et de femmes en blouse. Personne ne savait pourquoi le bébé ne venait pas. Je saignais beaucoup. Il fallut l'arrivée du professeur pour qu'on sache que la poche des os n'était pas rompue. On me donnait de l'oxygène par les narines. Quand je réclamais de l'eau, on pulvérisait dans ma gorge quelques gouttes. J'étais en train de me dire que c'était le dernier. Je ne criais ni ne pleurais à cause de l'éducation que nous avions reçue depuis le jeune âge par l'excision, pour les accouchements et tout le reste. Il n'y avait que les mots là dans la bouche de nos mères. Tu ne dois pas nous faire honte. Je fus recousue sans anesthésie. Ça faisait vachement mal. De retour dans ma chambre, ma voisine, une primipare guadeloupéenne, s'écria quand elle vit mes draps inondés de sang. J'eus peur. Pourquoi tu n'as rien dit? Tu es vraiment courageuse. Moi j'ai pleuré. Tu avais mal? Oui, c'est pourquoi j'ai sonné. Mais tu avais beaucoup de visiteurs. Tu as eu un garçon ou une fille? Un garçon encore? La prochaine fois tu auras une fille. Je ne cherche plus rien, mes grossesses sont un calvaire, je suis malade du début à la fin. Quand l'hôpital sut que j'étais l'épouse d'un médecin, on me donna une chambre individuelle. Cette fois-ci je vis mon bébé dès la naissance.
Mon mari vint le matin avec un grand sourire et ses longs bras tendus vers moi. Il était tout heureux. C'était le 12 août 1978. C'est l'homonyme de ton papa, Mamadou Saliou. Il sera content. J'avais envoyé des lettres avant de venir. Le premier c'était ton papa, et maintenant c'est le mien. Il reste nos mamans. N'y compte pas, je ne recommencerai plus une telle souffrance. Je lui racontais ce que j'avais enduré la veille. Je voulais des fruits, des fraises, des raisins et des rennes. Claude, une dame en blouse vint me dire qu'il ne fallait pas que je les mange encore car ça se ressentirait dans le lait maternel. C'était parti pour 2 semaines sans fruits. Cette fois je reçus plus de visites qu'à Saint-Quentin. Ma voisine s'occupa de mon fils gratuitement jusqu'à mon retour. Elle avait 3 filles et voulait un garçon. Son mari avait 2 filles aussi, d'un premier mariage. Vous connaissez les musulmans, ils auraient voulu être à notre place, n'avoir que des garçons. Le salaire de mon mari ne suffisait plus. On envoyait chaque fois de l'argent à sa mère et à la mienne. Il commença à faire des gardes de laborantin, grâce à un ami ivoirien. On dînait ensemble, à chaque fois que c'était possible. Je me sentais de plus en plus seule. Mon mari travaillait jour et nuit. Je ne tenais plus. Nous décidâmes de nous serrer la ceinture pour qu'on passe plus de temps ensemble en abandonnant les gardes de laboratoire. Un beau jour, un de ses collègues lui dit qu'il y avait un hôpital au Sénégal qui demandait un chirurgien. Je trouvais ça formidable. Je l'encourageais. C'était l'idéal de se retrouver en Afrique comme coopérant. C'était la CIMAD qui voulait un chirurgien pour l'hôpital de Ndio Mapodor. Après les formalités, nous reçûmes nos billets pour le Sénégal en passant par le Mali et la Guinée. C'était en 1979. J'étais tellement pressée que je partis la première avec les enfants. Je devais aller à Caille pour attendre mon mari et pour passer plus de temps avec ma belle-mère et le reste de la famille. À Bamako, l'ami de mon mari, directeur des douanes, qui nous avait déjà rendu visite à Clichy, me dit que je ne tiendrai pas longtemps à Caille à cause de la chaleur. Nous étions en mai 1979. Je lui répondis que j'étais africaine et que j'aimerais y aller pour permettre aux enfants de connaître leur grand-mère. Il insista sans résultat. Nous prîmes le train 2 jours après, pour la ville natale de mon mari. Nous arrivâmes vers 20h. Je trouvai quelqu'un pour m'accompagner avec les bagages, une charrette tirée par un âne. Ma belle-mère était contente. Mon beau-frère et la petite sœur de mon mari aussi. Nous ne pûmes pas dormir dans la maison. Je sortis le matelas et le ventilateur dehors. Les enfants pleurèrent toute la nuit bien que toutes noces. Le matin, le soleil était ardent. Monsieur Diakité avait raison mais j'étais là, et il fallait tenir. L'eau n'était pas facile à avoir car il fallait se rendre au fleuve. Remplir les canaries et les bassines était chaque matin, le travail de la servante. Le 3e jour, les enfants commencèrent à faire de la diarrhée. Le 5e jour, il fallut les amener à l'hôpital. Mon beau-frère ne voulut pas nous accompagner, avec la voiture que mon mari lui avait envoyée et qu'il utilisait comme taxi. Le prix de cette voiture et de son dédouanement au Sénégal furent d'ailleurs le début de notre galère. Ma belle-mère maigre, âgée et fatiguée, était obligée de prendre Mamadou sur son dos et moi Boubacar. La route était longue car il fallait aller à la gare, traverser les rails et marcher sur une route très mauvaise avant d'arriver à l'hôpital. Les enfants étaient déshydratés. Le médecin me conseilla de retourner immédiatement sur Bamako. Ma belle-mère avait fait des décoctions que je refusais de donner à mes enfants pour ne pas aggraver leur état de santé. S'il s'agissait d'un médicament préalablement bouilli, j'aurais pris le risque de le leur donner. À notre retour, j'entendis Baïdi dire à sa mère : « Pourquoi tu te fatigues ? Tu vois bien qu'elle refuse de donner tes médicaments à ses enfants parce qu'elle te prend pour une sorcière. » J'attendis le train 2 jours interminables, et Baïdi refusa de nous accompagner à la gare. Je pris le minimum pour rentrer à Bamako. Mon mari vint 2 semaines plus tard. Je lui expliquai le malentendu qu'il y avait eu entre son frère et moi. Il me dit que cela n'allait plus se répéter. J'avais hâte de voir mes parents en Guinée. Je fus très heureuse d'entendre à l'aéroport de Bamako cette annonce plusieurs fois répétée,
Les passagers à destination de Conakry, embarquement immédiat. Je fis la bise à monsieur et à madame Diakité, qui étaient venus jusqu'au pied de l'escalier. Me revoilà enfin à Conakry. Personne ne nous attendait à l'aéroport. Le télégramme n'arriva que 6 mois après son expédition. Je trouvai une vieille connaissance qui accepta de nous déposer chez monsieur Diawara. Monsieur Diawara ne me reconnut pas, car j'avais beaucoup changé à cause de ma perte de poids et de ma tenue. Je portais un ensemble pantalon, veste avec une chemise blanche en dessous et une belle paire de chaussures qui augmentaient ma taille de quelques centimètres. Ma cousine aussi eut du mal à me reconnaître, ainsi que tout le monde d'ailleurs. Mon mari en avait pour 2 semaines, donc on n'avait pas de temps à perdre. Il fallait vite aller à la baie. Mon grand frère Boubacar, qui était de retour en Guinée après des études universitaires à Alger, restait introuvable. Mon pays avait un avion cargo qui faisait la navette entre les régions. Mon grand frère nous trouva à l'aéroport, et on lui acheta un billet d'avion pour qu'il puisse nous accompagner à la baie. Nous ne nous étions pas vus depuis 1972. Nous en avions pour 1h30 de vol. Les nouvelles n'allaient pas vite, donc personne ne nous attendait. Ce fut une agréable surprise pour mes parents. En moins de 10 minutes, tous les voisins et voisines étaient là. Les enfants que je ne connaissais pas couraient de gauche à droite. Mes enfants passaient de main en main. Les grands entonnèrent des chansons accompagnées de pas de danse. Quant au grand-père, c'étaient des menaces qu'ils proféraient à l'endroit de leurs rivaux. Toutes ces choses m'avaient manqué en France. Cette ambiance qui vous berçait tous les jours, cette chaleur humaine qui n'existe qu'en Afrique. J'étais comme un petit oiseau qui venait de sortir de sa cage. J'oubliais mon mari toute la soirée. Mes anciennes copines étaient là. Pour la première fois depuis mon départ pour la France, j'entendais mon cœur battre de bonheur. J'étais heureuse, mais il y avait cette chose inexplicable qui vous manquait surtout quand vous vous retrouviez seul, enfermé entre 4 murs. Le lendemain, des repas arrivaient de tous les côtés. C'était cela aussi l'autre bon côté de chez nous. Quand vous receviez des étrangers, chaque famille apportait un repas spécialement préparé à leur intention. Presque toute la semaine, ma mère ne fut pas obligée de faire la cuisine. On recevait plusieurs plats par jour. Mon papa tua un mouton. Je ne voyais presque plus mes enfants, surtout le premier qui sortait avec mes petits frères ou mes petites sœurs. L'homonyme de mon papa qui ne marchait pas encore malgré mes protestations, était toujours sur le dos de quelqu'un d'autre, malgré mes protestations. Mon mari repartit 4 jours plus tard, par avion. Il retourna à Caille prendre sa mère et se rendre avec elle, à Ndioum au Sénégal pour commencer ses nouvelles fonctions. Je partis les rejoindre 2 mois plus tard. Je m'étais ressourcée à tout point de vue, c'était formidable. Les 2 mois furent courts. Chapitre 4. Mon mari vint me chercher à l'aéroport de Dakar. C'était la première que je foulais le sol sénégalais, contrairement à Sékou Oumar qui avait fait l'école d'enfants de troupe de Saint-Louis, depuis la 6e jusqu'au baccalauréat. Il avait quitté l'école militaire pour rentrer au Mali et faire son baccalauréat. Il eut alors une bourse d'études pour aller faire une école de sport dans la région parisienne. Après 2 ans, il avait changé d'option pour entrer à l'école de médecine. La route était longue, il fallait justement passer par Saint-Louis avant d'arriver à Podor. L'hôpital de Ndioum était un grand centre hospitalier, bien que situé dans ce petit village sur la route de Matam. On pouvait dire que les malades venaient de 100 km à la ronde. Même les Mauritaniens qui étaient de l'autre côté du fleuve, venaient pour des soins divers. Je n'avais jamais vu un paysage aussi désertique. Il n'y avait que du sable et des épineux partout. Le soleil était ardent. Il faisait chaud dans le Fouta Toro du Sénégal, contrairement au Fouta Djallon, en Guinée. Il faisait au moins 45 degrés Celsius à l'ombre. Heureusement que les maisons des médecins étaient climatisées, et il y avait de l'eau courante. Ma belle-mère n'était pas dépaysée. Elle ne supportait même pas le climatiseur alors que nous étions toujours à l'intérieur de la maison. Quand les vents de sable commençaient, on ne voyait rien. Mon mari prenait une torche pour arriver à l'hôpital qui se trouvait à quelques mètres de là. Nous étions obligés de mettre des papiers entre les persiennes des portes et des fenêtres, et partout où il y avait un trou pour empêcher le sable d'entrer. C'était ma belle-mère qui tenait Mamadou,
pour lui apprendre à marcher. Elle mangeait bien et pour la première fois de sa vie, elle prit du poids. Elle commença à s'ennuyer et nous demanda de la ramener. Ce qui fut fait. Pourtant on croyait pouvoir la garder pour de bon. Moi je la comprenais, parce que j'avais ressenti la même chose en France. À Caille, elle assistait à toutes les cérémonies et à toutes les festivités, baptême, mariage, excision et décès. Elle faisait partie de celles qui décidaient. Tout cela était plus important que le confort et la bonne alimentation dont elle pouvait bénéficier à Dioum. J'eus du mal à faire comprendre cela à son fils pour qu'il accepte de la laisser partir. De toutes les façons, il parlait rarement avec elle. Il était très sollicité à l'hôpital, parce qu'il était le seul chirurgien. Dioum était un petit village. Il ne se passait jamais rien, il n'existait aucune activité récréative, à part les petites visites que les médecins et leurs épouses se rendaient de temps à autre. On allait faire nos courses à Saint-Louis. On profitait pour y passer le week-end chez Monsieur Touré Alassane, un ami d'enfance de Dr Barry. Notre voiture était la seule dans tout l'entourage. Il n'y avait même pas d'ambulance. Quand il y avait urgence, c'est notre voiture qu'on utilisait. On recevait un ravitaillement pour toutes les denrées alimentaires, sauf le poisson et les légumes frais. On ne pouvait avoir que de la tomate fraîche cultivée sur place. On dormait tôt car il n'y avait pas de télévision. Raison de plus pour s'ennuyer quand on venait de France. Je me dis que s'il y avait quand même quelque chose de bien en France, c'était la télé. Je jouais avec mes enfants toute la journée. Un beau jour, Sékou Oumar me dit : « Nous allons faire un autre enfant. » Dis-moi que tu blagues. Faire un enfant dans ce désert, loin de tout. Bien sûr. Tu iras accoucher en France, au mois de juin pendant mon congé annuel. C'est Dieu qui le sait, pas toi. La science est développée, nous pouvons faire le calcul car nous savons tes périodes de fécondité. Oublies-tu les vomissements ? Nous sommes en Afrique, psychologiquement ça va changer. Tu as toujours cru que je faisais exprès, n'est-ce pas ? Ne dis pas de bêtises, d'ailleurs je suis le chef de famille. Rien à faire, nous les femmes musulmanes, nous devons obéissance à nos maris. Comment comptes-tu faire ? Je vais te montrer, c'est très simple. Nous avons beaucoup de temps libre matin, midi et soir. Tu n'y penses pas ? Si, c'est de cette façon que nous y arriverons. À la fin du mois, c'était un échec. J'étais contente d'avoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.